Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Peu nombreux sont les personnes à ignorer ces mots, amorce magnifique d'un poème signé par un certain Guillaume Apollinaire, mais dont la suite reste mue, étouffée par son seuil. Aux côtés de ce poète, ils sont beaucoup à avoir peint, dessiné, écrit et senti ce fleuve qui coupe brutalement la ville. Oui, Paris portant son centre, cette cicatrice aquifère qui depuis fort longtemps accueille bien des navires. Du néolithique à la conquête romaine, des invasions normandes à la guerre franco-prussienne, la Seine est le témoin privilégié des scènes de l'histoire. Un temps délaissé, livré à la contemplation quasi exclusive des va-et-vient touristiques, elle semble être prête à jouer un rôle crucial auprès des acteurs de la mobilité de demain. Transport de marchandises, taxis volants ou autres bateaux-bus rendent ou rendront ces lettres de noblesse à ce fleuve qui s'ennuyait. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, au transport fluvial et à cette Seine qui bouge. Et pour parler de ce lien entre la Seine et plus largement les fleuves et la mobilité, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Caron, directeur de l'excellence opérationnelle chez Franprix. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous êtes ici pour nous parler de ce sujet car Franprix est à ce jour la seule enseigne de distribution alimentaire à livrer ses magasins au cœur de Paris par voie fluviale. Alors avant toute chose, racontez-nous la genèse justement de ce projet assez atypique. Effectivement, oui. Alors pour remettre du contexte déjà avant tout sur la distribution chez Franprix, c'est environ 900 magasins répartis en grande majorité sur l'Île-de-France, on en a quelques-uns en province. Et pour répondre à votre question, on s'est posé la question en 2010 de servir nos magasins français et en Île-de-France plus précisément différemment. Un modèle de distribution, voilà, très simplement, ce sont des camions qui partent de nos entrepôts en propre et qui livrent chacun de nos magasins en Île-de-France. Et en 2010, on s'est posé la question de revoir ça en imaginant d'autres façons de livrer nos magasins parisiens. Et c'est là qu'on a pensé au fluvial. Pourquoi le fluvial ? On a voulu être innovant et prendre de court l'histoire, car on a senti le vent tourner sur la congestion dans Paris en particulier. On a vu les axes se saturer de plus en plus et par ailleurs, en tant qu'acteur urbain, en tant qu'acteur urbain et en particulier à Paris, on a voulu s'inscrire dans une démarche écologique et durable pour autant, avec cette solution de transport fluvial. Et comment ça se passe aujourd'hui pour Franprix ? Où est-ce que vous chargez vos marchandises et où est-ce que vous les déchargez justement ? Alors, précisément, on a un entrepôt qui est basé dans le Val-de-Marne, à Chennevières-sur-Marne, qui représente notamment notre flux de marchandises d'épicerie. Et donc, justement, nous avons saisi l'opportunité d'être très proche du port de Bonneuil, qui avec Gennevilliers est l'un des deux principaux ports autour de Paris commerciaux. Et donc concrètement, comment ça se passe ? On a des camions qui partent de l'entrepôt de Chennevières-sur-Marne, qui vont desservir à quelques kilomètres à peine le port de Bonneuil. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle dans le jargon un Richteker, c'est une énorme grue, vous irez voir sur internet, qui prend en fait des conteneurs, ce sont là-dedans d'ailleurs qu'on transporte la marchandise. Ces conteneurs sont pris un à un par cette énorme grue et sont déposés sur une grande barge qui est capable de transporter jusqu'à 40 conteneurs. Une barge Franprix ? En quelque sorte, oui. Alors c'est via un partenariat, mais effectivement, elle nous est exclusivement dédiée. Et cette barge est chargée de ces 40 conteneurs dans l'après-midi et ensuite descend le long de la Seine pour rentrer dans Paris, dans les portes de Paris, via deux écluses notamment, et qui sont, je le cite parce que c'est quelque chose d'assez complexe opérationnellement. On passe par deux écluses et en environ 3 heures, nous arrivons au cœur de Paris, et plus précisément sur le quai de la Bourdonnais, quasiment au pied de la Tour Eiffel, avec une certaine exposition. Et suite à quelques aménagements qui ont été faits conjointement avec la mairie de Paris, nous déchargeons ces 40 conteneurs, le lendemain matin en l'occurrence, entre 5h et 9h, sur le quai de la Bourdonnais, là où vous faites peut-être votre jogging tous les jours, au milieu des joggers. Ces conteneurs sont déchargés à cet endroit-là et à nouveau rechargés sur des camions pour qui eux-mêmes ensuite vont aller livrer nos magasins, donc essentiellement les Parisiens, en repartant de Paris-Centre, de manière comme en étoile, et évidemment donc en faisant fi de toutes les congestions qu'il peut y avoir sur l'autoroute en approche de Paris. 3 heures pour descendre le fleuve jusqu'au point d'arrivée avec des camions. Avant, c'était combien de temps ?
Alors, on peut se dire paradoxalement que 3 heures, c'est beaucoup pour aller d'un point du Val-de-Marne, qui n'est pas si éloigné que ça, à Paris-Centre. Néanmoins, c'est 3 heures à coup sûr. C'est 3 heures certifiées, où je sais à quelle heure le bateau va partir et surtout, je sais à quelle heure il va arriver et a fortiori, mais à quelle heure mes magasins vont être livrés. Il est là, notre enjeu, d'un point de vue business. Et pour répondre à votre question, en camion, c'est lorsque nos premiers camions partent de l'entrepôt en direct vers Paris, alors vers 5-6 heures du matin, tout va bien, aucun embouteillage, ça met entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Mais dès que le trafic commence vers 8-9 heures, ça peut monter à 1 heure, 2 heures, voire parfois 3 heures, et avec surtout un aléa non maîtrisable. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est très content d'un point de vue business d'avoir cette solution. En termes de marchandises, combien de tonnes de marchandises vous amenez au centre de Paris ? Il me semble que c'est quelque chose comme 450 tonnes par jour, ce qui représente quasiment autant de palettes qui sont transportées. Voilà, je vous disais 40 conteneurs. Ça représente environ la moitié de notre marchandise épicerie. Une autre partie est pour le moment encore desservie via la voie routière, pour laquelle d'ailleurs on développe de plus en plus le transport au gaz, qui sera d'ailleurs achevé complètement d'ici 2020-2021. Voilà. Et du coup, pourquoi pas l'autre moitié des marchandises ? Alors effectivement, pourquoi on ne fait pas tout via le fluvial ? Aujourd'hui, on a testé ce modèle donc, depuis 2012, on est en 2018, ça fait 6 ans maintenant, il est rodé et on a voulu y aller par phase. Aujourd'hui, c'est un modèle et un système via cette barge qui est à saturation. Alors pas au sens péjoratif du terme, mais c'est simplement qu'il a une capacité de transporter 40 conteneurs par jour et actuellement, certaines contraintes font qu'on ne peut pas aller au-delà. Pourquoi ? Parce qu'on a ce système d'écluse dont je vous parlais tout à l'heure qui rythme vraiment le trajet de la barge et la journée. Et puis également, on a pour le moment qu'un seul point de desserte qui est le port de la Bourdonnais et qui est très occupé au moment du déchargement des conteneurs et qui ne pourrait pas forcément en accueillir davantage. Oui, puis il y a un problème entre les produits frais et vous le disiez, les produits d'épicerie, puisque c'est compliqué de mettre des produits frais durant 3 heures dans une barge qui n'est pas réfrigérée. Effectivement, oui. Les barges que l'on utilise aujourd'hui sont non réfrigérées, assez classiques, comme vous pourriez voir sur un port côtier. On prend cette opportunité pour transporter de l'épicerie. Néanmoins, on ne pourrait absolument pas le faire avec ces conteneurs pour le moindre produit frais. Alors, même si c'était 2 ou 3 minutes, la réglementation veut que nos produits restent à température entre 0 et 5 degrés durant tout transport, toute conservation à la moindre seconde. Néanmoins, il existe des solutions industrielles de conteneurs réfrigérés. Néanmoins, aujourd'hui, elles sont très onéreuses et cela donnerait un modèle absolument pas pertinent. Du coup, on fait comment ? On n'engage plus des chauffeurs ou du personnel traditionnel, on embauche des marins, des dockers ? Non, alors concrètement, vous aurez toujours besoin de chauffeurs pour acheminer la marchandise entre l'entrepôt et le bateau, puis entre le bateau et les magasins. Et est-ce que vous avez justement des employés de Franprix maintenant qui demandent à être mutés, qui veulent absolument monter sur la barge ou s'occuper du chargement ou du déchargement de cette barge ? Est-ce que ça attise la curiosité de vos employés ? Alors, de manière assez concrète, pour tout vous dire, cette activité de fluvial est non pas réalisée directement par l'entreprise Franprix, mais par un partenaire logistique. C'est Europaport, c'est ça ? Alors, ça, c'est un partenaire qui nous accompagne dans le projet, mais le prestataire qui fait concrètement la démarche s'appelle XPO, qui s'appelait avant Norbert Dentressangle, qui a été racheté entre-temps. Et il me semble qu'il n'y a pas tant de navigants que ça sur le bateau. Néanmoins, ce sont nos chauffeurs à nous qui acheminent la marchandise jusqu'au port du prestataire, à Bonneuil. Et voilà, tout simplement. Et justement, je parlais de Europaport, du coup pas à juste titre parce que c'était pas la bonne entreprise, mais vous avez un partenariat avec Europaport qui gère justement le quai sur lequel vous déchargez la marchandise. Comment se passe ce partenariat avec eux ? Effectivement, ouais, on bosse avec eux d'une part. Alors, c'était avant tout dans la genèse du projet qu'on a bossé avec eux. On a bossé également avec la SCAT, il me semble, et puis évidemment main dans la main avec la mairie de Paris. Néanmoins, sur le partenariat, à défaut de bien connaître le détail du partenariat, je ne pourrais pas trop vous en parler aujourd'hui. Ok, d'accord. Écoutez, il n'y a pas de problème. On va parler des bienfaits de cette solution du transport fluvial, notamment pour l'environnement. J'ai quelques chiffres. 3615 camions en moins sur les routes, 420 000 km de routes évitées, 82 600 litres de carburant économisés.
C'est la preuve qu'on peut trouver des solutions pour continuer à faire croître son business tout en luttant contre le réchauffement climatique et pour une ville moins embouchée, moins polluée. C'est vraiment le symbole de cela. Exactement, et vous l'avez très bien résumé. Il y a 2 objectifs, mais qui se font pour autant dans une réalité économique. Voilà, on ne fait pas ça simplement pour faire le buzz, comme on dit, et pour qu'on parle de nous à des coûts prohibitifs. Effectivement, 2 objectifs. Le premier qui est d'avoir un vrai impact sur l'écologie et sur nos générations futures, avec cette réduction de carbone, notamment d'empreinte carbone. Elle est réelle grâce à ce transport. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on continue à vouloir encore augmenter notre impact avec une amélioration des moteurs de la barge pour y mettre peut-être un jour une énergie encore plus renouvelable. Et on travaille également sur les camions qui font ces petits trajets dont je vous parlais entre l'entrepôt, le port et les magasins, qui font des petits trajets néanmoins qui ont quand même un petit impact, qui reste mineur par rapport au transport routier classique. Mais là-dessus, on essaie également de basculer les camions en véhicules gaz. Deuxième objectif, vous l'avez parlé, c'est la congestion. Alors c'est une chose pour notre business d'arriver en retard dans la livraison de magasins, mais c'en est une autre de trop contribuer à la congestion du trafic dans Paris. Et c'est à ce titre qu'on a voulu être à nouveau plus que jamais acteur de la ville, acteur de Paris, en décongestionnant les principaux axes, notamment l'A4, donc voilà, pour venir du Val-de-Marne. Et c'est dans ça qu'on a voulu s'inscrire. Alors vous avez effectivement cité les chiffres, c'est ce que j'avais en tête. Qui est également donc l'autre réalité. Moi j'avais un autre chiffre là, que j'ai récupéré il y a à peine quelques jours, qui est que on s'était pas trompé en 2012, car la congestion elle est de pire en pire autour de Paris. C'est de plus en plus bouché. Alors voilà, notamment avec la fermeture des quais qui nous a fait très mal, mais qui va également dans le sens de l'histoire. Mais pour tout vous dire, depuis environ un an et demi, on a perdu 45 minutes en moyenne de temps de livraison pour un camion entre notre entrepôt au Val-de-Marne et Paris Centre. Donc c'est une réalité et ça commence à être compliqué. On est bien content d'avoir le fluvial. Et enfin, donc, au-delà de ces 2 objectifs, on avait quand même une réalité économique derrière, ne pas tout faire à n'importe quel prix. Et on a craqué le modèle en 2012 avec ce projet, car, bon an mal an de tout mouiller, ce projet est quasiment au même prix que le transport classique routier. Oui, non, vous aviez raison de préciser que vous n'avez pas fait ça pour le buzz. Et on peut le croire quand on voit le défi logistique que représente le fait de passer d'une livraison par camion à une livraison par transport fluvial. Expliquez-nous en quoi cette logistique est compliquée aujourd'hui. Effectivement, pas simple, et c'est d'ailleurs une des raisons, je pense, pour lesquelles on a été les premiers et on est les seuls à le faire aujourd'hui. C'est pas simple, pourquoi ? Car notamment, alors avant tout, on a cette exigence, nous, des distributeurs, de devoir livrer de la marchandise tous les jours, beaucoup de marchandises à beaucoup de magasins, plusieurs centaines dans Paris, et sans rentrer dans le détail très technique de la démarche, on a des contraintes de rupture de charge, de mouvmentation des fameux conteneurs, en passant par ces fameuses grues dont je vous parlais, et qui, de manière un peu autonome, sont les seuls à mouvementer chacun des conteneurs en entrée et en sortie. Donc c'est très contraignant pour les machines. Et ça fait un goulot de trianglement assez étroit. On a par ailleurs les contraintes autour des écluses dont je vous parlais, qui sont qui rythment la journée, qui rythment les passages et qui ont des heures définies d'ouverture, de fermeture. Et c'est ce qui fait aussi que le fait que vous soyez les premiers, c'est assez une aubaine, parce que si on va dire quelqu'un devait partir du même endroit que vous, ou alors pas loin, et passer par ces mêmes écluses aux mêmes heures, ça serait compliqué. Effectivement. Alors pour autant, un bouchon, effectivement. Ouais. Alors, sur l'eau, quoi. On n'est pas forcément les seuls à les utiliser. On est en tout cas les seuls distributeurs. Entendu, mais effectivement, c'est pas évident. Et là, ça fait partie des discussions qu'on a eues à l'époque avec tous les acteurs locaux du fluvial et puis jusqu'à la mairie de Paris. Et c'est encore à nouveau les relations que l'on a aujourd'hui sur travailler sur l'optimisation et la fluidification de ces passages-là. Les autres, on va en parler un petit peu. D'ailleurs, Ikea est en train de faire la même chose que vous. Et des réflexions autour de solutions de taxi-bateau sont en cours. L'utilisation de la Seine, c'est clair, est en train d'émerger. Pas d'exploser, mais d'émerger. Oui, effectivement, voilà. Ça s'inscrit clairement comme une des principales alternatives dans cette grande réflexion du dernier kilomètre de livraison, qui est vraiment plus que jamais un sujet d'actualité. Aussi bien donc, pour les distributeurs, nous, en B2B vers nos magasins, que des gens comme Ikea qui vont aller livrer les clients directement. Expliquez-nous juste ce dernier kilomètre, c'est, en quoi c'est important ? C'est donc ce qu'on appelle le dernier kilomètre, la livraison du dernier kilomètre, c'est vraiment le moment clé de tout acteur logistique, de tout distributeur. Pourquoi ? Parce qu'on parle
Pour Paris, notamment, on parle d'une capitale, d'une ville qui est saturée, dans laquelle il y a de plus en plus de voitures, non, il y a de plus en plus de congestion. C'est de plus en plus compliqué d'accéder aux points de livraison, notamment les clients. Et par ailleurs, on va de plus en plus sur une ville qui veut s'affranchir des véhicules de livraison, des véhicules polluants. On a eu la fermeture des quais, on a le développement des pistes cyclables, on a une réglementation, une taxation qui s'intensifie, ou qui va le faire, et voilà, et on n'est pas à l'abri d'avoir des portes à Paris qui se ferment de plus en plus pour la livraison. Et c'est à ce titre que la Seine et le fluvial nous apparaît comme une bonne porte d'entrée, d'une certaine manière, dans Paris intramuros, là où d'ailleurs il y a d'autres acteurs qui ont également utilisé, qui utilisent encore le rail, même si ça se fait moins aujourd'hui, mais il y a eu également le rail et le fluvial, donc notamment pour certains partenaires, pour certains distributeurs comme Ikea, sur Chennevilliers. En 2017, la Seine a vu son trafic augmenter de 5%. Elle a encore la capacité aujourd'hui de multiplier son trafic par 4. En plus des bateaux qui circulent déjà et des nouveaux arrivants, il va falloir réussir à cohabiter, vous en parliez tout à l'heure, afin de concilier tous les usages. Comment ça va se passer justement selon vous quand d'autres entreprises autres que Franprix vont se mettre à utiliser la Seine et que justement on va exploiter le full potentiel de la Seine? Comment la cohabitation va s'organiser? Alors effectivement, je n'avais pas ce chiffre en tête, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait jusqu'à encore 4 fois la place pour le faire. On parlait des écluses tout à l'heure, si elles étaient ouvertes 24/24, 7 jours sur 7, ça pourrait passer. On utilise notamment un seul port aujourd'hui dans Paris intramuros, qui est le quai de la Bourdonnais, on pourrait faire plus. Donc oui, moi je sens le potentiel effectivement. Et pour répondre à votre question, écoutez, il faut le faire en bonne intelligence et à l'image de ce que nous on a pu faire dans la démarche de notre projet à tout faire en parfaite transparence et bonne intelligence avec nos partenaires comme la mairie de Paris, la SCAT et Europaport. Il faut que tout acteur sur le fleuve fasse la même démarche avec les acteurs locaux, mais également avec les autres transporteurs comme nous. Et voilà, ma foi, une fois qu'on fait ça et qu'on respecte le code de l'eau. Vous avez envie de le partager, ce fleuve, ou vous êtes bien tout seul, tranquille? Alors, on va le partager, on est sympa, mais il nous reste encore 2-3 places sur la barge. Je parlais juste avant là, de la cohabitation, du coup se pose aussi la question des lois. Comment ça s'est passé pour Franprix? Est-ce qu'il a fallu avoir des discussions avec la mairie pour pouvoir mettre en place ce service de transport fluvial? Oui, effectivement, fallait pas le faire, évidemment, fallait pas le faire seul, ça serait évidemment pas passé. Et dès le début, alors j'étais pas là à l'époque, mais dès la genèse du projet, réflexe a été pris de tout de suite prendre contact avec la mairie de Paris, avec qui de toute façon, en tant qu'acteur urbain et incontournable sur la ville de Paris, on a déjà des liens, mais voilà, on l'a fait main dans la main avec eux, en bonne intelligence, au même titre que s'il y avait d'autres projets qui étaient amenés à venir pour Franprix dans sa logistique et dans ses flux, de manière générale, on serait à nouveau main dans la main avec les mairies de Paris et les acteurs locaux. Et finalement, en fait, on se rend compte, avec votre exemple, que le transport fluvial va sans doute s'imposer comme une formidable solution de mobilité urbaine. Est-ce que vous avez un ou d'autres exemples de villes en Europe dans lesquelles il y a des acteurs qui ressembleraient à Franprix qui font la même chose que vous? Alors j'ai en tête un exemple qui est, il me semble que c'est un distributeur ou quelque chose qui ressemble aux Pays-Bas. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de canaux là-bas, donc ça paraît pertinent. Mais oui, voilà, ça paraît cohérent de faire ainsi. Comment vous, personnellement, vous imaginez le rapport entre transport fluvial et mobilité de demain? C'est-à-dire ? C'est-à-dire comment vous pensez qu'on va pouvoir utiliser la Seine à des fins de mobilité, alors pas que pour le transport fluvial de marchandises, mais d'une manière générale? Écoutez, de manière générale, je trouve que c'est une super opportunité. C'est une énorme autoroute en plein milieu de Paris qui traverse tout Paris. Il faut en faire bon usage, arriver à l'utiliser correctement, à partager l'espace. Il y a encore de la place, comme vous disiez. Il faut assumer le fait que ça ne sera peut-être pas aussi vite et aussi rapide qu'une voiture qui remonte la Seine, et encore avec la congestion ça peut être plus rapide, mais clairement oui, pour moi à titre personnel je trouve que c'est une belle opportunité, donc aussi bien pour des transports de marchandises que des transports personnels. On a les taxis qui arrivent bientôt et j'ai hâte de savoir quand est-ce que ça arrivera. Les taxis volants, c'est bien ça? Oui, juste au-dessus de l'eau. C'est Sea Bubbles, je crois que ça s'appelle. Ok. J'avais suivi ça de près il y a quelques temps. On a ça, et puis on a également je pense qu'il y a encore du chemin à faire sur les transports publics. Je pense qu'il y a des choses à faire, des choses intelligentes. Je sais qu'il y a certaines entreprises aussi qui pensent à proposer à leurs collaborateurs
de prendre donc, non pas des bus collectifs pour aller au lieu de travail vers Paris ou en dehors de Paris, mais via la Seine. Et finalement, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de l'aménagement des quais, le transport fluvial et justement son expansion, sa démocratisation. Ça va forcément engendrer une adaptation des infrastructures portuaires. Vous, avec Europaport, est-ce qu'il y a dû avoir un process particulier pour accueillir la barge Franprix sur le port de la Tour Eiffel ? Effectivement, ouais. Alors autant le port de Bonneuil, lui, est un port industriel, les écluses tournent très bien, mais effectivement, arriver au port de la Bourdonnais, non, ce n'était pas fait pour. C'était un quai comme un autre où il y avait simplement de nombreux dockers qui passaient. Donc il y a eu des travaux pendant 4-5 mois pour aménager les quais. Alors c'est rien de révolutionnaire, il n'y a pas un entrepôt qui a été fait sur les quais, mais ils ont été renforcés, légèrement élargis. Vous voyez, c'est pas si grand que ça fait... C'est vrai. Mais voilà, c'était surtout renforcé pour que l'on puisse avoir beaucoup de trafic à cet endroit-là, la fameuse grue et des camions. Donc effectivement avec Europa à ce moment-là. Finalement, c'est pas pour rien que toutes les grandes villes du monde se sont construites autour d'un fleuve, non ? Ah oui, effectivement. L'histoire se répète. C'était le cas à l'époque. Alors pour des sujets de transport, de marchandises, de personnes, pour se protéger aussi, il me semble également, des attaques étrangères à la ville. Et voilà, c'est simplement un retour aux sources sur une valeur sûre qui est le fluvial. Ouais. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter à cette émission, à cette interview ? Écoutez, que je suis très content d'avoir été invité et alors ça tombe très très bien parce que vraiment le sujet du fluvial est dans l'ADN de Franprix en tant qu'entreprise innovante et voilà, c'est que le début pour nous et on restera acteur de la ville, en particulier sur le transport et la mobilité. Ouais. Mais je vous remercie beaucoup, en tout cas, Arthur Caron, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes directeur de l'excellence opérationnelle chez Franprix. Merci beaucoup. Vous étiez venu parler de Franprix et de son idée d'utiliser la Seine pour transporter ses marchandises. J'espère à très bientôt sur la Seine ou sur la terre ferme. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio et sur tous les agrégateurs de podcasts qui existent, iTunes et compagnie. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur Twitter ainsi que sur Facebook, les réseaux sociaux, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de voyage en mobilité ou de questions en mobilité. Il y a les deux. Nous sommes là jusqu'à la fin du mondial pavillon 2.2. Venez nous voir. À la prochaine.